Bonsoir à vous et bienvenue sur France 3 Occitanie. Dans 4 jours, nous voterons pour les élections régionales et départementales. À cette occasion, nous vous proposons un dispositif exceptionnel pour être au plus près des territoires. Avec une série de débats ce soir dans l'Hérault, département de près de 1,2 million d'habitants. Pour planter le décor de ces élections départementales, rappelons que 50 sièges sont à gagner, répartis sur 25 cantons. 222 candidats se présentent, dont 33 élus sortants. Parmi eux, le président socialiste Kléber Mesquida qui brigue un nouveau mandat. La majorité départementale de gauche est constituée de 28 élus, l'opposition comptant 22 élus, dont notamment 8 élus de droite et 6 élus d'extrême droite. Et pour débattre des enjeux de ces départementales dans l'Hérault, 6 candidats ont accepté notre invitation. On va passer donc aux présentations avec d'abord Brice Bonnefou. Bonsoir. Bonsoir. Président donc du groupe, parce que vous êtes candidat sortant, Union de la droite et du centre au sein du conseil départemental de l'Hérault. Vous êtes candidat sur Moggio. Kléber Mesquida, bonsoir. Bonsoir. Conseiller départemental depuis 1994 sur Saint-Pons-de-Thomières et donc candidat également à ces élections. Candidat socialiste. France Jamet, eurodéputée et candidate du Rassemblement national sur le canton Montpellier 4. Bonsoir, Madame Jamet. Delphine Petit, candidate représentant la France insoumise au sein du mouvement Le Printemps héroltais sur le canton de Gignac. Bonsoir. Bonsoir, Madame Petit. Philippe Huppé, bonsoir, député de La République En Marche de la 5e circonscription de l'Hérault et candidat, donc centriste, on va dire. Mouvement radical. Mouvement radical à Clermont-Lérault. Et enfin, notre dernier invité, Bruno Chichignou. Il n'y a pas d'ambiguïté, candidat d'Europe Écologie Les Verts sur le canton de Saint-Gély-du-Fesque. Résolument, merci de votre invitation. Bonsoir, monsieur Chichignou. Première question, Madame Petit, honneur aux femmes. Nous venons de vivre une période exceptionnelle. Quelle solution originale proposez-vous au niveau du département pour sortir de la crise que nous traversons en ce moment ? Alors, nous traversons une triple crise, à la fois une crise écologique, une crise sociale et une crise aussi démocratique. J'espère me tromper, mais hélas, je pense que les résultats que nous verrons dimanche soir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront plus voter parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, il faut donner des solutions et redonner de l'espoir aux gens sur ces 3 aspects-là. Voilà. Donc, arrêter les politiques qui nous mènent droit dans le mur et qui, on l'a bien vu avec la pandémie, puisque c'est directement lié aux problèmes de déforestation. Vous allez nous faire toute une liste ou non, vous avez une solution pas une liste, mais alors une solution pour résoudre la crise, l'urgence sociale, politique, économique et démocratique, excusez-moi, mais en une mesure, ça n'est pas possible. Hein. Voilà. Mais il n'y en a pas une que vous préférez, que d'urgence à prendre en cette période toute particulière? Alors, urgence à prendre en cette période toute particulière, par exemple, on va arrêter l'étalement urbain et on va faire la reconquête agricole sur ce département. Voilà. France Jamet, même question. Est-ce que vous auriez une solution à proposer en priorité en cette période de crise? Et là où je rejoins mon adversaire politique, il n'y a pas de solution miracle en d'un seul tenant. Je pense que le problème essentiel serait de rétablir la sécurité, qu'elle soit budgétaire, financière, sociale, etc. Et ça commence par de la transparence, ça commence par un renouvellement, ça commence déjà par appréhender la politique autrement, sortir du saupoudrage, du clientélisme et s'adresser directement à nos compatriotes et s'occuper réellement de leurs problèmes. Dans le cadre des compétences du département, bien sûr. Kléber Mesquida, je me tourne vers vous. Mais dans cette période post-pandémie qui est très compliquée, il y a d'abord une attention particulière aux personnes, des personnes en souffrance, des personnes qui ont perdu leur emploi. C'est ce que vous faites déjà au sein du département. Ce qu'on fait déjà, mais quand je vois que sur le RSA, par exemple, on a 27 millions d'euros d'augmentation entre 2020 et 2021, des gens ont perdu leur emploi parce que c'est cette activité. Donc c'est un accompagnement du département. C'est aussi les personnes en souffrance. C'est les violences intrafamiliales dont nous avons la compétence et qui augmentent. C'est l'enfance en danger qui est aussi très prégnant. Donc c'est poursuivre ce que vous faites mais en mieux? C'est en amplifiant parce qu'on a des besoins. Et au budget supplémentaire, on a inscrit 47 postes supplémentaires justement pour accompagner ces personnes dans la difficulté. Ensuite, il y a la relance économique, mais l'économie est de la compétence principale de la région. Philippe Huppé, je me tourne vers vous. Une solution que vous souhaiteriez mettre en œuvre face à cette crise? Il y a beaucoup de solutions et qui ne sont pas de la compétence départementale. La vraie solution, c'est la relance économique. Et comme le président l'a dit, ce n'est pas de la compétence départementale, mais le département doit accompagner humainement.
Parce qu'il y a une relance économique, mais il faut accompagner les hommes et les femmes aussi. Humainement, ça veut dire quoi? Le RSA, ça vient d'être dit, il faudra qu'on... Jouer sur les solidarités. Gens, oui, humainement, et tendre la main à ces gens. Les aider à retrouver du travail quand c'est possible. L'agriculture, le département s'en occupe, il faut qu'il continue à s'en occuper. Il aide les vignerons, il faut qu'il aille encore plus pour aider les vignerons. Et faire confiance à la région et au gouvernement pour relancer l'économie. Alors là, rien de neuf sous le soleil. Bruno Chichignou, est-ce que vous auriez, vous, une solution innovante à proposer ? Innovante, alors d'abord tirer les enseignements de la crise, le mettre sur le débat. C'est-à-dire que cette crise nous a permis à chacun d'entre nous de repérer ce qui était essentiel dans nos vies, à quoi on était attaché, de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qui nous était indispensable. Première mesure, décréter l'état d'urgence climatique et faire de l'écologie la matrice de toutes les politiques publiques. C'est tout à fait essentiel, c'est une autre façon d'approcher ces questions. Et puis surtout, convoquer, cette campagne a été passionnante pour nous, elle n'est pas tout à fait terminée, mais passionnante, en considérant que le tissu associatif dans tous les domaines qui sont les domaines de nos interventions politiques est regorge de compétences, de propositions, d'analyses, d'expertise collective qu'il faut convoquer dans tous les domaines. Assemblée citoyenne pour mettre de la démocratie participative à tous les niveaux. On va terminer le tour de table avec vous, Brice Bonnefou. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que chacun, l'État, les collectivités, que ce soit les régions, que ce soit les départements, nos EPCI, les communautés de communes, communautés d'agglomération, nous avons tous pris notre part pour gérer cette crise. Je crois qu'aujourd'hui, un plan de relance a été acté, il est ambitieux sur le plan national. Je crois que nos territoires se doivent, c'est un devoir, de se mettre ensemble pour essayer d'accompagner au mieux ce plan de relance. Moi, je considérerais que la région doit être la locomotive de ce plan de relance sur les territoires. Les départements, nous en avons 13 dans la grande région, des locomotives solides. Derrière les blocs communaux doivent être des roues et des essieux bien huilés. Et tout ça, on doit prendre tous les habitants et tenter d'aller le plus vite possible vers une voie du renouveau, de la reconquête. Parce qu'aujourd'hui, on sort, économiquement, qu'on le veuille ou non, il y aura des drames sociaux. C'est parce que l'économie n'aura pas été redressée. C'est par l'économie. Pour ce qui est de l'écologie, je le dis très clairement, dans nos territoires, que ce soit avec le président du département ou moi au sein de mon EPCI, tous nos projets, ont ça à l'esprit, revêtent une dimension environnementale ambitieuse. Je dirais que ça ne doit plus être un sujet politique qui divise. Je crois que chacun, quelles que soient nos formations politiques, on a conscience des enjeux climatiques. Le remettre sur la table comme un enjeu politique, c'est faire fi de la morale qui est celle de l'humain et qui doit être celle des responsables politiques. Voilà. Alors je pense que ça, on va en débattre un petit peu plus tard, mais je voudrais d'abord me tourner vers Kléber Mesquida. Vous êtes candidat sur Saint-Pons-de-Thomières. Oui. Je vais citer les autres candidats qui se présentent également sur ce canton. Donc votre binôme s'appelle Marie-Pierre Ponce. Elle est également socialiste, comme vous. Et vous avez face à vous deux binômes, Pierre Pollard et Laurie Baron, qui sont de la France Insoumise, et également Virginie Alsina et Gilles Lègre, qui sont du Rassemblement National. Vous avez dû faire face à cette crise sanitaire qui a coûté beaucoup d'argent au département de l'Hérault. On table à peu près sur 100 millions d'euros qui ont été dépensés, 40 de dépenses non prévues et 60, pour faire simple, de pertes de recettes. Comment on fait aujourd'hui quand on a un trou dans les caisses de 100 millions d'euros? On emprunte. Vous avez raison de le souligner, 100 millions d'impact sur le budget 2020. Lorsqu'on a construit le budget 2021, il nous restait 5 millions d'euros d'autofinancement net, c'est-à-dire pour faire face à nos besoins routiers, bâtiments, collèges et aides aux communes. Nous aurions pu choisir de ne rien faire. Sauf que, j'ai expliqué à mes collègues, si nous n'aidions pas les communes ne mettent pas en œuvre leurs projets si elles n'ont pas au moins l'aide du département. Et dans ce cas-là, c'était le bâtiment et les travaux publics qui en pâtissaient, qui débauchaient. Et 18 mois après, le département récupérait au RSA ces personnes qui avaient été débauchées. Donc j'ai expliqué qu'il valait mieux emprunter pour aider les communes plutôt que ensuite payer du RSA. On alimente l'économie. On a fait ce choix. Sinon, y compris pour poursuivre nos aménagements de routes, les aménagements de collèges, on a un plan collège de 195 millions d'euros, il faut le poursuivre, c'est nécessaire pour nos collégiens, et c'est un choix. Je l'ai écrit au Premier ministre, je l'ai écrit au préfet, je l'ai dit partout, parce que ce n'est pas orthodoxe, ce qui a été fait, mais personne m'a dit « vous ne pouvez pas le faire ». Donc on l'a fait, on l'assume, et on sait qu'on a un potentiel, parce qu'on a fait une projection pluriannuelle, on a un potentiel de pouvoir assumer. Vous avez explosé le ratio de désendettement. Le département devra mettre plus de 14 ans aujourd'hui. Quand je dis le département, c'est les contribuables. La jauge, c'est 10 ans. On est passé à 14 ans.
Mais dans 2-3 ans, on reviendra à ce niveau-là. Comment vous allez faire pour rembourser ? Mais nous avons une croissance démographique importante. Le corollaire, c'est qu'il y a de plus en plus d'actes notariés et nous avons les droits de mutation à titre onéreux. Quand on voit la courbe des droits de mutation à titre onéreux, elle va couvrir cette annuité d'emprunt excédentaire. Mais entre-temps, les emprunts vont être à extinction. Donc ça veut dire qu'ils vont baisser la jauge d'emprunt avec les nouveaux qui viennent d'arriver. Philippe Huppé, sur cette politique keynésienne, quel est votre avis ? Est-ce qu'il fallait s'endetter ? Oui, il faut s'endetter, mais aussi on peut renoncer à certains projets. On peut s'endetter, et je crois qu'il le fallait, parce que renoncer à certains projets n'aurait pas suffi, mais puisqu'on s'endette, il faut renoncer à certains projets et faire des économies autre part. Donc on ne peut pas que s'endetter. Quelles économies ? C'est une erreur. Des économies peut-être sur le personnel, peut-être des économies, moins investir dans les routes, peut-être, car elles sont très bien, les routes départementales, mais où mènent-elles ? Voilà, si elles mènent simplement dans une forêt, c'est très bien, mais une route, c'est pour irriguer un territoire. Donc faisons attention. Est-ce que j'ai bien compris que vous considérez qu'il y a trop de personnes qui travaillent au sein de la collectivité ? Est-ce que je pourrais répondre sur cette question-là ? Je vous en prie. Mais j'aimerais bien finir aussi, parce que la question m'était directe, non ? La question, et Delphine Petit, je vous donne la parole juste après. Non, je trouve les fonctionnaires sont des fonctionnaires, donc c'est pas le problème. Mais parfois, il y a des contrats de droit privé, on n'est pas obligé d'embaucher. Tout simplement, c'est à ce niveau. Autrement, les fonctionnaires restent, et on a besoin des 5000 et quelques fonctionnaires dans le département. Et je ne demande pas qu'ils soient débauchés. Delphine je Petit, demande simplement qu'on fasse attention quand on prend des contrats de droit privé. Vous souhaitiez réagir ? Oui, mais c'est une vieille recette libérale de toujours réduire le nombre de fonctionnaires. Et on a vu justement, avec la pandémie de Covid, à quel point le service public avait été important, à quel point ils avaient permis de faire bouclier, et à quel point c'était essentiel. Et l'ensemble de la population s'en est rendu compte. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un peu le bilan sur les 6 ans de M. Mesquida. C'est que le département aurait dû, face à ces politiques libérales qui étaient menées au niveau national, jouer le rôle de bouclier social. Or, il a, hélas, renoncé à le faire. Idem sur la défense des services publics dans le territoire. Enfin, le bilan, quand même, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est aggravé sur l'ensemble du territoire, avec une hypertrophie de la métropole qui a tout aspiré et qui, du coup, nuit à l'ensemble de la population, à la fois celle de la métropole, mais aussi celle des cantons ruraux. Moi, je suis candidate sur un canton rural. À chaque fois que je fais tous les villages du canton, c'est ça qui ressort. Et sur ce bilan-là, la réponse, ça peut pas être moins de fonctionnaires ou moins de personnels territoriaux, ou ça peut pas être moins d'aide sociale. Et pour nous, l'urgence écologique et l'urgence sociale, elles sont indissociables. Et on veut répondre sur les 2 terrains. Alors, l'urgence écologique... Il y a un an pendant la crise, quelques mois après avoir dit il est impossible de relever les minima sociaux, on est passé à une politique du quoi qu'il en coûte. Et c'était une bonne chose d'investir, de mettre les moyens là où il fallait dans cette crise. On a vu à quel point d'ailleurs la santé était défaillante, on a beaucoup d'exemples encore, et c'est dans ces domaines-là. Donc la question du social, quand on voit que l'argument qui a été donné tout à l'heure, on est entré tout de suite dans une comptabilité de ce que peut coûter, alors faisons-le, ce que coûte le handicap, ce que coûte le vieillissement. C'est une approche assez cynique. Le quoi qu'il en coûte doit d'abord s'appliquer dans le social. Il y a beaucoup de choses à faire. Le département doit s'ennoblir de cette mission, de la mission sociale. En préparant le débat, on m'a dit mais le social, on ne va pas trop en parler parce que finalement vous êtes tous d'accord. Puis c'est des prestations qui sont un peu obligatoires. Et non, le social, c'est aussi de l'accompagnement. C'est des personnes, c'est aider les aidants, c'est développer les travailleurs sociaux. Il y en a bien besoin aujourd'hui. Donc sortons de cette comptabilité un peu cynique pour voir le quoi qu'il en coûte, y compris dans tous les domaines. Et dans l'écologie, bien sûr. Brice Bonnefou, en tant que conseiller départemental sortant, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des inégalités qui n'ont pas été comblées ? Moi, j'ai le sentiment qu'on va retomber dans les travers du dernier débat auquel j'ai participé. Le département ne crée pas les lois sur les lois sociales. Le département accompagne, il met en place des dispositifs qui sont à peu près les mêmes à travers tout le territoire national. Et ils sont plutôt efficace. On ne va pas se plaindre en France, dire que finalement, les personnes ne sont pas des personnes en difficulté, ne sont pas aidées, soutenues, accompagnées. Et c'était encore vrai dans ce département qui enregistre des résultats en termes de réintégration plutôt bons, en termes de prise en charge des personnes âgées et du handicap plutôt bons. Moi, c'est là où je ne comprends pas parfois. C'est une collectivité qui, quand pour le peu de marge de manœuvre dont elle dispose, utilise l'argent souvent à bon escient. Le calcul arithmétique, qu'on ne me dise pas non plus qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires. C'est un pays où d'un côté, chacun s'accorde à dire qu'il est suradministré, mais il n'y aurait pas trop de fonctionnaires. C'est une réalité quand même. Il y a un travail de rationalisation
de rationalisation à faire, mais peut-être pas au département. Le département, dans les missions, comme il doit les assumer, celles d'aujourd'hui, pour redresser la barre après un moment très difficile, il se doit bien évidemment d'embaucher le personnel suffisant pour voir arriver cette vague, je dis, de personnes en difficulté qui arrive. On la sent tous poindre. Donc moi, c'est pour ça que j'évite d'opposer des approches partisanes où on va dire il y a trop ou pas assez de fonctionnaires. Il y en a peut-être trop sur le territoire national. Dans notre département, il est plutôt pas trop mal géré. Je dirais que simplement, il y a des efforts à faire sur certaines politiques, on en reparlera. Mais clairement, moi qui suis un homme de droite, qui aime bien gérer, qui est à jour aux finances, je peux dire que ce département, sinon je ne voterai pas le budget, ce département est plutôt bien géré. Est-ce qu'il est bien géré? On va donner la parole à Madame Jamet, qui ne s'est pas exprimée jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Parlons du revenu de solidarité active, peut-être, le RSA? J'aimerais surtout participer au débat. Je vous en prie. Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je suis particulièrement touchée, doublement d'ailleurs, parce que c'est bien de pratiquer l'autosatisfaction, M. Bonnefou, mais en politique, il faut quand même aussi assumer ses responsabilités. Je ne crois pas que le bilan soit positif. Il faudra avoir des responsabilités, Madame Jamet, pour les assumer. J'en ai. C'est aussi touchant de voir ces liens qui se sont créés entre le PS et les LR, etc. Oui, mais pourquoi? Il vous déplaît le bon sens, Madame. Mais pour quel résultat? Mais les résultats... Attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Sur mon canton, ils sont bons. Je ne vous ai pas coupé. Je parle à M. Mesquida. Tout ça, pourquoi? Bon, regardez. Tout ça, pourquoi? Ça fait 6 ans, parce qu'on parle de la dette. Mais la dette, je suis désolé, quel que soit le poste sur lequel les uns ou les autres ont l'intention de prendre ou d'augmenter, la dette, c'est de l'impôt. Et l'impôt, ce sont nos compatriotes qui le payent directement. Non. Ah, vous avez une machine à billets? L'argent tombe du ciel? On n'a pas d'impôt. Il n'y a plus d'impôt. Mais oui, monsieur. Mais peut-on, monsieur Mesquida, être à ce point ou de mauvaise foi ou décalé par le rapport à la réalité? Le fait que vous soyez devenu un guichetier de l'État, effectivement, qui vous donne une certaine somme à redistribuer, que vous faites parfaitement bien dans le cadre d'une politique de clientélisme et qui ne va pas forcément dans le bon sens, parce que tout à l'heure, quand vous dites « on l'a fait alors que ce n'était pas dans nos compétences », il y a des choses à faire dans vos compétences, le social, la sécurité budgétaire, financière. Bon, premièrement. Deuxièmement, cet argent, il a été pris de la poche des Français. L'État vous le redonne, mais il a été pris dans la poche des Français, c'est de l'impôt. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, je pense que si, effectivement, c'est pas toujours évident de parler de bilan, dites-moi à quoi tout ça vous a servi. Si vous avez fait des choses qui n'étaient pas... Par exemple, les MNA, c'est un gros sujet, j'espère qu'on y arrivera un moment ou un autre. Le RSA, le social, effectivement, c'est facile de dire la fraude, etc. On est dans le département le plus pauvre, un des plus pauvres de France. Vous avez fait exploser la dette, il y a une criminalité, des délits, tout ça qui explose, et il y a une ambiance satisfactoire qui flotte autour de ce débat qui me sidère. Monsieur Mesquida, quel est le bilan de votre politique depuis 6 ans qui fait que vous pouvez aujourd'hui afficher ce sourire satisfait? Delphine Petit d'abord, et ensuite Monsieur Mesquida, qui certainement voudra se défendre sur Non, deux choses. Points. D'abord, pour répondre sur le bilan satisfaisant, où nous sommes censés, dans le département, bien accueillir les personnes âgées. Excusez-moi, mais on est l'un des départements les plus mal classés sur la prise en charge des personnes âgées à l'échelle du territoire national. Et l'autre élément sur l'accueil, c'est sur la petite enfance, où là aussi on est très très mal placé. Donc sur ces éléments de satisfaction, là il y a un petit problème. Et alors la deuxième chose, c'était pour répondre à la candidate du Rassemblement national. Moi, j'adore quand le Rassemblement national parle du social. Mais quand on regarde les votes des candidats du Rassemblement national, que ce soit à l'échelon départemental ou régional, systématiquement, ils votent contre les budgets de politique sur le logement social et sur l'habitat, contre les budgets sur la jeunesse, contre les budgets sur les familles, même les subventions de secours populaires, ils votent contre. Donc, ne vous faites pas le garant des pauvres, madame, vous ne les défendez pas. C'est de faire passer nos compatriotes d'abord, ce qui n'est pas la politique du département. Et vous êtes tellement obsédés par l'immigration que du coup vous votez contre des budgets qui aident l'ensemble de la population. Qui est une réalité. Kléber Mesquida. Bien, je vais dire à Mme Janet, qui ne connaît pas du tout l'institution ni ses compétences, que pour l'APA, nous avons 38 360 personnes. Rappelez ce que c'est que l'APA. L'aide personnalisée à l'autonomie, c'est la dépendance. En fonction de la dépendance de la personne, on lui autorise un certain nombre d'heures d'accompagnement, d'aide ménagère ou autre, et certaines sont en établissement, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, et nous prenons en charge des prix de journée.
Concernant le RSA, c'est 44 491 personnes. Ce ne sont pas des personnes qui sont étrangères à la France. Ce sont des Français qui sont là et qui en bénéficient. Lorsque on regarde l'aide sociale à l'enfance, il y a 3 819 enfants soustraits à la garde des parents par ordonnance du juge et confiés au département. Et pour cela, nous avons besoin d'assistantes familiales. On a 696 assistantes familiales qui gardent à domicile, payées par le département, qui gardent ces enfants. Vous dites que c'est peut-être trop. Mais comment faire pour ne pas accompagner ces enfants ? Vous ne savez pas à quoi sert l'impôt. Vous ne savez pas non plus. Nous avons des politiques adaptées sur la prestation compensation handicap. Et pour cela, il faut des assistantes sociales, il faut des travailleurs sociaux, il faut des personnes qui sont affûtées pour traiter ces dossiers-là. Et quand M. Huppé dit qu'il faut prendre des contractuels, mais prendre un contractuel ou prendre quelqu'un qui a une formation, et on en a quelques contractuels par rapport à des métiers spécifiques, il faut traiter ces dossiers. Ces personnes ont besoin d'un accompagnement. Et aujourd'hui, le plus grand poste budgétaire au niveau des ressources humaines qui augmente, c'est celui, globalement, du social, solidarité aux personnes. Puisque nous avons de plus en plus de dossiers. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'enfance en danger, l'enfance en danger augmente de manière exponentielle. Il faut bien qu'un travailleur social aille récupérer l'enfant, chercher une famille d'accueil, le placer dans une maison d'enfants à caractère social. Nous avons besoin de ces personnels-là. Alors, on a bien compris que l'action sociale, c'était une... Mais attendez, Madame Jamet, il y a Monsieur Chichignou qui a demandé la parole tout à l'heure et je voudrais lui donner. Oui, Monsieur Mesquida, les moyens mis dans l'action sociale sont importants, sont intéressants. Nous vous soutenons sur cette dimension et même il faut aller plus loin. En cela, notre position est assez différente de ce que M. Bonnefou vient de dire tout à l'heure sur les moyens accordés. Alors comment en sentir quand dans ce département, on crée une telle confusion, d'ailleurs repris par Mme Delga elle-même dans les colonnes du journal du dimanche, disant « Il ne faut pas jouer les incendiaires en laissant penser que droite et gauche, c'est la même chose. » Non, ça n'est pas la même chose, ni en termes d'écologie, ni en termes d'action sociale. Donc il va falloir faire des choix. Et là, dans ce département, les choses sont bien confuses. À nouveau, M. Bonnefou, comme dans le débat précédent, soutient, dit que c'est la majorité budgétaire, on est d'accord, on met des moyens, mais ça ne suffit pas tout cela. Il faut absolument pouvoir remettre des politiques où l'écologie n'est pas une charge, parce que ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui, mais on fait de l'écologie, vous savez, on plante des arbres, on trie des déchets, et les mêmes qui laissent des bétonneurs sacrifier nos territoires. Il y a vraiment un travail à faire. Quand des élus, par exemple, font bloc, mais n'ont pas pris l'énergie pour mettre en place des plans locaux d'urbanisme intercommunal, alors ils sont défaillants à ce moment-là. Parce qu'un SCOT ne suffit pas. Si on veut vraiment protéger nos territoires, si on veut vraiment avancer, la politique, elle se fait là. Ça peut être droite et gauche. L'écologie, d'ailleurs, est très rassembleuse. Je pourrais vous en donner quelques exemples. Elle a cette vocation à être une matrice qui mobilise l'ensemble des acteurs, y compris les techniciens, les bureaux d'études. Il y a des tas dans les tiroirs du Conseil général, il y a du Conseil départemental, il y a des études, des projets qui sont extrêmement intéressants. Il faut les sortir. Il faut ce courage politique pour les mettre en place. Et ça, on est prêt à le faire dans le cadre d'une majorité, d'ailleurs. Ce serait l'idéal, bien sûr, mais il va falloir faire des choix. Alors, avant de faire ces choix et de se projeter un petit peu sur l'avenir, Monsieur Bonnefou, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je voudrais revenir sur un point qui a quand même pas mal cristallisé cette campagne. Madame Jamet l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les fameux MNA, les mineurs non accompagnés. J'en profite au moment de vous donner la parole, Madame Jamet, pour citer également quels sont les autres candidats qui vont se présenter sur votre canton, à savoir Montpellier 4. C'est un canton où il va y avoir de l'animation, 8 listes au total. Jemel Ben Saïd et Yana Nelly, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts pour le premier binôme. Il y aura également un binôme des Républicains, Sylvain Baulin et Charlotte Scalabrini. Jean Almarca et Corinne Gournay-Garcia, qui sont tous les deux du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Manar et Kali et Philippe Sorez, divers gauche et écologiste. Frédéric Bouchet et Flora Salambein, qui sont également écologistes. Emmanuel Lastenouz et Mathilde Louis, qui sont d'une étiquette divers. Dylan Covin et donc France Jamet pour le Rassemblement national. Et je termine avec le 8e binôme, Laurence Duverger et Didier Chin, qui sont tous les deux à gauche. Voilà, les MNA, où est le problème ?
Bien, le problème, enfin, même si j'aurais voulu quand même rebondir, rappeler à M. Mesquida que quand je l'interpelle, il reste dans des schémas, il est venu avec ses réponses, il n'écoute pas le questionnement. Mais nous avons une vision effectivement sociale, et la mort que vous affichez chaque fois que... Où est le problème, Madame Jammet, avec les MNA ne changera MNA? rien à votre bilan. Qu'est-ce qui vous choque? MNA. Le mineur non accompagné pose plusieurs problèmes. Déjà, selon les services de police, ça impacte l'augmentation des délits au centre de Montpellier. Le deuxième, enfin un des éléments essentiels, c'est le fait que le mineur non accompagné n'est pas forcément mineur. Selon la préfecture de police, 96% des mineurs non accompagnés sont majeurs. Est-ce que vous pouvez vous rappeler exactement 96% à quoi ils correspondent? Chiffre de la préfecture de police, mais on peut descendre à 90%, peu importe. Non, mais c'est bien de procéder de Paris, parce que dans l'Hérault, tout va bien. Non, mais tout est impeccable. Vous répondrez pour Tout est impeccable. Donc, il est de notoriété publique que les mineurs non accompagnés posent un problème, parce que nous ne faisons pas de tests osseux pour vérifier qu'ils sont adultes ou mineurs. Que ces mineurs qui sont lâchés dans la nature et livrés à eux-mêmes soient pris en charge, ça se conçoit. Qu'un enfant ne traîne pas dans la rue et soit pris en charge, je peux l'entendre. Mais que des adultes, sous couvert de statut de mineur non accompagné, et alors qu'on ne veut pas faire de contrôle, soient nourris, logés, blanchis, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ni aucun justificatif. Quand vous allez à la NPE, enfin à Pôle emploi, quand vous sollicitez le RSA, on vous demande toujours un justificatif. Nos compatriotes qui nous écoutent ou qui nous regardent sont obligés, eux, de donner des preuves pour pouvoir avoir une aide sociale ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que n'importe quel clandestin qui débarque sur notre territoire n'est pas sommé de donner des preuves, ou en tout cas, pourquoi on ne prend pas la peine de prendre la preuve qu'il soit vraiment un mineur? Ça veut dire que M. Mesquida, depuis 6 ans, accepte de financer, ça représente quand même 45 millions d'euros, qui pourraient largement être dirigés sur vous faites sourire M. Mesquida. Peut-être, mais oui, mais mais je veux dire, depuis le début... Non, c'est le chiffre que vous avancez, 45 millions. Oui, voilà, qui me prouve le contraire. De toutes les manières, nous avons nous aussi les chiffres, parce que nous avons nous aussi des conseillers départementaux qui ont siégé. Donc ces sommes-là pourraient être dirigées vers l'enfance sociale, pourraient être dirigées vers les femmes battues, vers les sans domicile fixe. Vous voyez, il y a autant de postes qui pourraient être fournis, sur lesquels nous n'en faisons pas assez. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire alors de ces mineurs isolés, de ces mineurs non accompagnés? Alors, je le rappelais la dernière fois, la loi oblige le président du département à prendre en charge les mineurs non accompagnés pendant 5 jours, le temps de les placer, le temps de savoir ce qu'il en est. D'accord. Faites vite parce que j'aimerais qu'on aborde d'autres sujets. Le temps de savoir si ce sont des mineurs ou pas. Et quand ce ne sont pas des mineurs, ce n'est pas le problème de Mesquida qui accepte, dans une espèce d'idéologie migrationniste, etc., de prendre tout ça en charge, alors que c'est du ressort de l'État. Madame Jammet essaye de faire croire à l'ensemble de la population de l'Hérault que ne pas prendre en charge maximum 700 enfants sur notre territoire, ça va permettre de régler tous les problèmes de la population. Mais ce ne sont pas des enfants. C'est la mesure phare de votre programme sur les départementales, cette histoire de MNA. Et oui, parce qu'elle impacte nos compatriotes. 700 personnes, si je peux me permettre de terminer, sur 1,2 million d'habitants quand même. Et vous êtes en train de faire croire aux gens que ça va régler tous les problèmes du département parce qu'on ne les accueillera pas. Alors d'une part, les accueillir, c'est un devoir. Ces mômes ont traversé des choses absolument épouvantables. Ils viennent ici parce qu'ils espèrent qu'ils vont enfin pouvoir se poser et avoir une chance d'avoir une formation, etc. Donc c'est un devoir, c'est à la fois un devoir moral et un devoir social, parce que quand ils sont bien pris en charge, vous parlez des quelques-uns qui sont délinquants, mais il y en a plein qui réussissent et qu'on retrouve. Voilà, moi j'ai un exemple hier de quelqu'un qui maintenant, qui a travaillé chez les Purcell, le grand restaurateur, et qui a réussi. D'accord, donc il s'intègre. Donc il s'intègre, mais surtout faire croire que le problème du département va être réglé parce qu'on ne va pas prendre en charge ces 700 gamins, c'est absolument hallucinant. Vous n'avez rien à dire. Mais ce qui est hallucinant, madame, messieurs, c'est que vous restiez sur ces schémas alors que je suis en train de vous parler des fraudeurs et de clandestins. C'est quand même un sacré sujet. Et moi, ce qui me semble incroyable, c'est que M. Mesquida, comme vous, pensiez que c'est à la marge, alors il n'y a pas de quoi en faire un drame. Eh bien non, je pense que nos compatriotes doivent passer prioritairement. Je pense que les électeurs se feront leur propre opinion. Bruno Chichigneux, vous vouliez prendre la parole. La question me touche tout particulièrement, ça fait partie de mon travail quotidien. Je vais vous demander à chacun d'entre vous d'être court sur cette question parce que le temps passe et j'aimerais qu'on aborde d'autres sujets. Monsieur Chichigneux. Ce que vous dites est une monstruosité.
nous parlons non pas de MNA, nous parlons d'enfants. Nous parlons d'enfants. Et même la Convention internationale de l'ONU nous oblige à ce devoir d'accueil. Et c'est la noblesse de la République aujourd'hui. Et le département, là encore, a un rôle majeur à jouer sur ces enfants. J'aurais une envie, en fait, c'est de vous faire rencontrer ces jeunes qu'on accueille, de vous montrer à quel est leur parcours de vie. Je vous promets, je crois que je vous ferai pleurer. Brice Bonnefou, est-ce que vous avez un mot à nous dire sensible, je vous rassure. Mais on va aborder d'autres sujets, si vous voulez. Continuez de parler des mineurs non accompagnés, alors que je vous parle de jeunes, pas de des théorie, clandestins de jeunes que nous qui se accueillons. font passer pour des mineurs. Est-ce que vous voulez vous ne connaissez pas ce Mais non, dossier. c'est pas la marge. C'est une majorité. Je suis d'accord, moi je suis à votre disposition. Je suis d'accord sur la prise en charge de ces enfants livrés à eux-mêmes. Je l'ai déjà dit. On a abordé ce sujet. Faire passer on a compris des que vous n'étiez majeurs pas pour des d'accord. mineurs et entretenir une immigration. Madame Jamais, je vous dis, à part faire du folklore, je vous le dis, ça fait des années que je vous vois œuvrer en politique, vous faites du folklore. Plus c'est gros, plus ça passe. Je vais essayer, moi, de m'exprimer 1 minute sur ce sujet. Simplement, on peut faire mieux. Bien évidemment qu'il y a un sentiment d'insécurité. Il est souvent... Non, c'est pas un sentiment. Bon, s'il vous plaît. Allez-y. Mineur est un délit. Non, mais parce que je termine. Il y a un sentiment d'insécurité qui est généré par ce sujet des MNA. On a compris que c'était à la marge. Il faut faire preuve de bon sens, pas de dogmatisme. C'est pour ça que je regrette vraiment on le démontrera tout à l'heure, le programme est le même dans tous les cantons de France avec le Front National. On se trompe de sujet. Parce que vous disiez que l'écologie rassemble, c'est le territoire qui rassemble. Moi, je suis un élu que de territoire depuis que j'ai commencé. J'ai essayé de m'engager en politique. J'ai bien compris qu'on faisait des mélanges de genres. Et moi, qui suis un élu de territoire, je vous dis, quand on défend son territoire, ses intérêts, avec une approche écologique, une approche sociale, une approche avec une vision, je vous le dis, le département peut être un allié de premier choix. Il soutient nos territoires. C'est quand même une de ses missions principales, c'est de soutenir les territoires. Pour les MNA, pourquoi pas? Je vous la fais simple, je vais faire très court sur les MNA. C'est, selon moi, on pourrait avoir un dispositif. L'encadrement doit être réglé, cette histoire d'encadrement. Et ce fichier partagé, il y a une loi, M. Huppé vous le confirmera, une loi qui est en cours pour qu'il se généralise, que ce soit plus sous forme de convention, où certains départements étaient contre cette généralisation d'un fichier qui permettait de voir qui fraudait en passant d'un département à un autre s'il était décelé comme majeur. On peut aller plus loin, mais il faut les encadrer. Bien évidemment qu'on a un étranger, enfant, mineur qui vient en France, mais bien évidemment que la France doit l'accueillir. Elle doit déjà aussi intégrer ceux qui sont en France. Voilà, elle a quelques missions comme ça. Allez, j'en profite pour rappeler que sur le canton de Moguio, votre canton, Monsieur Bonnefou, 4 listes vont s'affronter. Bertrand Coine et Véronique Delors, binôme Europe Écologie Les Verts et Divers Gauche. Votre binôme, c'est Patricia Moulin-Trafort. Et puis, je vais terminer quand même de citer les 2 autres binômes, Laurent Cavaillé et Stéphane Vincent, du Rassemblement National, et ensuite Virginie Rage-Andrieux et Christian Robert, qui sont tous les 2 étiquetés divers. Nous avons maintenant une autre liste que je voudrais présenter, celle sur Clermont-Lérault de Philippe Huppé et Florence Causse, donc, qui se présentent tous les 2. L'étiquette, c'est Agir. Mouvement Ensemble. Mouvement Radical, pardon. 3 autres listes, Laurent Claes et Laurence Delacour pour le Rassemblement National, Mathieu Bouchard et Rosemay Crémieux pour Europe Écologie Les Verts, et enfin 2 candidats socialistes, Jean-Luc Phalippe et Marie Passieux. Philippe Huppé, justement, je voudrais... Sur le MNA. Allez, 1 minute sur le MNA en conclusion, et après je me tourne vers vous, Monsieur Huppé, et on ouvre vers le MNA. Madame Jeannet développe des éléments qui sont faits par le Front National. Donc ça, c'est votre photo. Cela a été écrit par votre mentor Marine Le Pen. J'ai celui de la Vendée. En Vendée, ils disent la même chose et ils citent 50 000 euros par mineur étranger, 40 000 euros par an. Or, en Vendée, il y a beaucoup moins de MNA qu'en France, qu'en Hérault, parce que c'est un quota par département en fonction de la population de moins 25 ans, je vous l'apprends. L'Hérault, c'est 1,78% des MNA recensés au plan national. C'est une cellule nationale qui ensuite les affecte à l'Hérault. Et c'est une ordonnance du juge. Et je vous rappellerai que dans l'évaluation que nous faisons, 60% sont refoulés parce qu'ils sont manifestement majeurs, 60% sont refoulés. Et nous, aujourd'hui, nous avons 307 mineurs non accompagnés, moins de 18 ans, Vous racontez et qui nous quoi, coûtent 21 900 euros par an
placement à l'hôtel. Et je peux vous donner, je le donnerai à la rédaction s'il le souhaite, le nombre de gens que nous avons dans les hôtels, à Coalia, au foyer de l'enfance, dans les lieux de vie d'accueil, au foyer des jeunes travailleurs. Il y a des chiffres, on peut aller vérifier. Ce que je vous dis, moi, c'est établi. Ce que vous dites, vous, c'est écrit par Paris. Et tous vos candidats, tous vos collègues ont le même feuille. Vous n'avez aucune personnalité, vous n'avez aucune personnalisation. Nous avons 34 mesures personnalisées. Quand je vous parle d'enjeu départemental avec Montpellier-Ouest, vous me dites, ce n'est pas de notre ressort. Par contre, vous n'avez aucun scrupule pour financer des cours de tricot à la Mauritanie, voyez-vous. Moi, je vais vous dire, 45 000 ou 50 000 euros par mineur non accompagné, par faux mineur non accompagné, c'est l'équivalent de 4 retraites. Philippe Huppé. On a 45% de personnes qui sont retraitées et seules, et ça devrait être attribué aux personnes qui sont en difficulté et à nos compatriotes prioritairement. Je crois que vous avez fait passer votre message, Madame Jamet. Monsieur Huppé, je voudrais vous interroger un petit peu sur les compétences partagées, parce qu'on a bien compris qu'il y a toute une partie du budget, la majeure partie du budget, on peut même dire 90% du budget, qui sont consacrés à des compétences obligatoires. Bien. Donc en fait, la marge de manœuvre des élus du département est réduite à 10% du budget. Bon, sur 1,5 milliard d'euros, d'accord. Mais enfin, c'est quand même une marge très réduite. On va donc parler de jeunesse, on va parler de culture, de sport, de tourisme et d'environnement. Il y a un grand projet qui est lancé, qui est sur le domaine de Bessan. 75 millions d'euros sont prévus au total, avec notamment un projet qui s'intitule Les Jardins de la Méditerranée. Est-ce que vous êtes pour ? Alors, je reviendrai sur un point. Je suis d'accord avec vous, le budget du département est contraint, il ne lève pas l'impôt, ça a été dit tout à l'heure, donc il est contraint. Mais par contre, on peut faire glisser des budgets. On n'est pas toujours obligé de rester dans la même orthodoxie budgétaire depuis 1945. Mon programme, et le programme de Florence Causse, c'est de faire glisser ces budgets. Je ne dis pas qu'il faut lever l'impôt puisqu'on ne le lève pas. Mais par contre, changer de politique serait bien. Le domaine de Baïsan, pour répondre à votre question de Baïsan, est une folie. Une folie présidentielle du département, c'est tout. 75 millions d'euros, vous voyez, j'étais resté sur 40, 75 millions d'euros. Je préférais que cet argent soit donné aux petites représentations théâtrales ou aux pièces de théâtre qui sont dans tout le département. Et pas simplement à un endroit, à la sortie ouest à Béziers. Parce que qui ira de Mons-la-Trival ou du Pradal ou de Bédarieux là-bas ? Une minorité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de faire un Disneyland. C'est très bien, je ne suis pas persuadé que ça soit la meilleure façon de développer un tourisme de qualité, de développer un tourisme non pas de masse, qui commence à être rejeté. C'est une des conséquences du Covid. On rejette ce tourisme de masse. Et qu'est-ce qu'on fait ? Nous, bien évidemment, on fait un Disneyland. Donc non, je suis contre ce projet de Baïsan. Il est lancé. Donc le président me dira, vous êtes gentil, je l'entends déjà. Il est lancé, vous ne pourrez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas très attentif à ce qui s'y passera. Soyons bien clairs. Et il est hors de question que le reste de la culture, et le budget de culture départementale est petit par rapport à d'autres budgets, le reste, puisqu'il est à 7 millions à peu près, le reste ne doit pas en pâtir. Donc l'État ne viendra pas soutenir ce projet ? L'État viendra peut-être soutenir ce projet. Je suis là en tant que candidat au départemental. J'espère que vous avez bien fait la nuance. Je ne suis pas là en tant que député. Autrement, je vous dirai, j'aurai un autre avis. Et beaucoup plus dur, je vous avouerai, parce que voilà, je ne vois pas l'intérêt de ce projet, si ce n'est écologiquement aller à l'encontre de ce qu'il faut faire, car on va artificialiser des terres. Moi, je veux bien, mais on artificialise des terres. L'eau, il y a un problème, ça coûte de l'argent. Voilà, 75 millions d'euros, vous avez dit. 7 millions d'euros, le budget de la culture. Donc, très bien, mais où on va dans le département. Et si la culture avait si bien marché, si ces pôles de culture avaient si bien marché depuis 1945, ça se serait. La culture en France, les gens se sont appauvris petit à petit. Et nous, on continue à faire des Disneyland. Non, ce n'est pas mon projet, notre projet. Delphine Petit, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un outil de développement économique tout de même ?
Alors, déjà, le miser sur le tout tourisme, c'est un petit peu un problème, puisque ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que c'est une catastrophe, la monoactivité touristique. Et puis là, on a plutôt l'impression que M. Mesquida veut passer à la postérité avec des projets totalement grandiloquents qui ne répondent pas du tout aux besoins des habitants. Je vous rappelle, 19 millions pour juste un aquarium, c'est un peu cher payé. La question de l'activité économique et son développement sur l'ensemble du territoire, c'est un point central pour rééquilibrer le territoire. Et notamment, ça passe par l'agriculture, mais ça passe aussi par le soutien à l'économie sociale et solidaire, et par toute une série de mesures. Cet argent-là, il pourrait aussi être utile sur la question du logement. Parce qu'on a une vraie priorité, et ne me dites pas que ça n'est pas une compétence du département, le logement, parce que ça peut être une compétence du département, absolument, ça n'est pas obligatoire, mais le département y est fortement incité. Il y a 48 000 logements vides sur le département, donc qui ne sont pas loués. Alors soit parce qu'ils sont dans un sale état, soit parce que les propriétaires ne veulent pas les louer. L'un des enjeux du département, c'est d'aider les communes à pouvoir inciter les propriétaires à louer ces logements, à les rénover, bien sûr, en échange d'une garantie sur les loyers, bien sûr, mais en échange aussi d'un regard du département sur la qualité des logements et sur aussi le niveau des loyers. Il y a des tas de choses à faire sur le logement. Il y a des choses à faire aussi, évidemment, loger en stoppant l'étalement urbain, d'où la reconquête des logements vides. Il y a aussi des choses à faire sur le logement social. Il y a 60% de la population du département qui est éligible au logement social et il y a 11% de logements sociaux. Bon, là, on a quand même un vrai problème sur ce territoire. Et là encore, vous avez renoncé. Alors, c'est peut-être le tournant à droite de 2015 qui fait qu'aujourd'hui, vous soutenez des candidats de droite sur un certain nombre de mairies, dont celle de Saint-Gély, sur laquelle il n'y a quand même que 5% de logements sociaux, ce qui est en plus totalement hors la loi. Très manifestement, il y a eu un tournant à droite dans ce département. Et là, sur la question du logement, on la voit bien. Parce que construire du logement social, c'est un des enjeux. Alors, pas faire des paillades partout, évidemment, et pas concentrer le logement social, mais assurer la mixité et le répandre sur l'ensemble du territoire. Et dernière chose, le logement social construit. Non, mais je voudrais terminer là-dessus parce que c'est important. Une fois qu'il est construit, le logement social, et les habitants qui sont dedans, il faut s'en occuper. Ça veut dire que le logement, il doit être rénové. Bon, quand on regarde le quartier des Cévennes à Montpellier, ça fait des années que les habitants attendent qu'on s'occupe d'eux. Quand on regarde à Saint-André-de-Sangonis, sur le canton sur lequel je me présente, là aussi, il y a des habitants qui bataillent depuis des années et les élus du département ne leur répondent pas. Avant de donner la parole à Bruno Chéchinou qui l'a demandé, Monsieur Mesquida, vous avez été interpellé sur votre bilan. Oui, alors je vais répondre à Monsieur Huppé qui parle de Disneyland. Monsieur Huppé méconnaît complètement le projet. D'abord, quand on a transféré la compétence, je vous ai écouté, quand on a transféré la compétence culture à la métropole, tout l'aspect domaine d'eau a été transféré à la métropole et il fallait rayonner la culture sur l'ensemble du département. À Baissan, nous avions un chapiteau de toile qui allait disparaître parce qu'il était vétuste. Nous avons construit un théâtre et un amphithéâtre et de là, on irrigue par convention avec tous les territoires, et ça vous l'ignorez, les communautés de communes, le théâtre de Ganges, le Sillon à Clermont-Lérault, l'Albarède, le théâtre de Jacou. On irrigue avec les intercommunalités tout le territoire. Je pense qu'il parlait plutôt de l'avenir, du pavillon des vins, du cinéma, de l'aquarium. C'est un ensemble. Et ensuite, l'aquarium, ça ne sert à rien. C'est pas un ensemble. Dans les jardins de Méditerranée, c'est 500 000 visiteurs par an qui sont attendus. Allez visiter les jardins de Chaumont-sur-Loire, et vous verrez. C'est à peu près le même esprit. 500 000 visiteurs, ça veut dire que c'est un pouvoir économique qui vient là. Ça veut dire qu'on va apporter dans ce territoire qui fait partie des plus pauvres poches de pauvreté de l'Ouest héroltais, on va apporter un certain souffle. Et je peux vous dire, puisque moi je suis quand même un gestionnaire et j'ai une vision, et j'ai été formateur en finances publiques, je sais de quoi je parle, ça s'équilibrera en termes de fonctionnement. Ça s'équilibrera. L'intérêt, c'est de pouvoir donner un souffle à ce territoire. Vous le contestez, c'est votre choix. Mais je vous conseille d'aller faire un petit tour là-bas et vous verrez comment... Merci pour le conseil, mais j'en ai pas besoin. Pour le logement... Le tourisme, juste une chose, le tourisme, ça ne réduit pas les inégalités sociales. Vous prenez le canton d'Agde, c'est l'un des cantons les plus pauvres de France et c'est là où il y a l'une des plus grandes stations touristiques d'Europe. Donc le tourisme ne répond pas aux inégalités sociales et il ne répond pas aux problèmes qui sont posés à la population. Mais ça fait partie du développement économique. Ça fait partie du développement économique. Lorsque on a mis en place le No-Tour de l'Hérault, on m'a dit, mais vous y pensez pas? Eh bien, le No-Tour de l'Hérault, c'est la seule initiative à l'échelle départementale. Et le guide du routard nous a demandé l'exclusivité. 18 000 guides du routard vendus dans l'Hérault en septembre. C'est un circuit de 515 km qui permet de découvrir les produits du terroir et de consommer le territoire à travers
les chambres d'hôtes, à travers les restaurants de proximité. Allez, retombées économiques donc de cet œnotourisme. L'autour de l'euro n'est pas efficient pour le tourisme. D'accord, Alors, merci Monsieur Mesquida. problème. Bruno Chéchigno, attendez, je ne veux pas vous couper la parole, je veux vous la donner, mais auparavant, je vais citer les binômes qui se présentent également sur ce canton de Saint-Gély-du-Fesque. Il y a Béatrice Montel et Frédéric Bernard, donc pour La République En Marche, Alexia Donadoni et Kevin Lavallée, qui sont du Rassemblement National, Isabelle Chabert et Yvan Garcia du Parti communiste. Votre binôme, c'est Gwenaëlle Guerlavet d'Europe Écologie Les Verts. Non, Société civile. Société civile, autant pour moi. Laurence Christol et Jérôme Lopez. Alors là, c'est un binôme intéressant des Républicains et d'Hiver Gauche. Soit. Caroline Boras, enfin, et Olivier Ravel, qui sont tous les deux de la France Insoumise. Vous avez la parole, Monsieur Chéchigno. Oui, merci. On a un problème politique général. Il y a un glissement qu'on retrouve à tous les niveaux. C'est celui de, en fait, chaque politique doit marquer son empreinte et trouver le projet phare qui va lui marquer. Monsieur Mesquida tombe aussi un peu dans ce piège, bien sûr. Chacun a envie de le faire. Et on retrouve ce schéma, d'ailleurs, au niveau de chaque canton. Je le redis, ce sont des élections départementales avec des programmes départementaux où ces conseillers doivent participer à cette lecture-là et pas des cantonales où chacun travaille sur sa baronnie locale et surtout va pouvoir... Monsieur Bonnefou, dans le débat précédent, d'ailleurs, s'est vanté d'avoir... il a donné le montant, je ne le cite pas, il était assez indécent, sur ce qu'il avait obtenu en tant que conseiller départemental pour son canton, en disant, mais comme je m'entends bien avec monsieur Mesquida, c'est écrit dans la presse le lendemain, alors je vais avoir beaucoup plus la prochaine fois. Non, en revanche, je vais vous laisser on me répondre. prête pas. Oui, non, mais ça, je coupe immédiatement parce qu'on me prête pas des propos que je n'ai pas tenus. La presse, c'est des journalistes. Écoutez, on pourrait parler d'éthique journalistique. Là, on parle de personnes... D'éthique politique, là. D'accord. Journalistique, là, je dirais, moi. D'accord, pour le coup, ouais, c'est là le problème. Donc, c'est la presse qui l'a écrit et pas vous qui bien, l'avez dit. écoutez, moi, en tout cas, Oui. je ne l'ai jamais dit parce que c'est pas ce que je dis et je le pense. Alors je continue. Sur cette question aujourd'hui, Ça suffit. la matrice écologique qui permet de se dire face aux enjeux, on en parle assez peu quand même des enjeux climatiques aujourd'hui. On est un département particulièrement touché à tous les niveaux, sur le climat, sur le littoral, la chaleur, les incendies, les inondations, enfin tout ça, c'est pas rêvé, c'est pas fantasmé. Je ne dis pas ça pour agiter un drapeau et à la technique du Front National de faire peur, etc. Non, c'est une mobilisation collective qui est intéressante, qui mobilise les politiques, mais aussi l'ensemble des associations. Là, il y a un vrai enjeu de mobilisation politique. Et cette question, à notre avis, j'ai un regret quand j'ai beaucoup contribué à l'élaboration du programme Europe Écologie Les Verts pour l'Hérault. On a mis en dernier la question de la démocratie et de l'implication de la vie associative. Et finalement, je me dis aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dû le mettre quasiment en premier, parce que c'est la méthode qu'on change. Ces associations, ces acteurs de territoire ont des choses à dire, ont une expertise collective qu'on reprend, nous, quand on fait une campagne, puisqu'on n'est pas des professionnels. On a appris énormément de choses. C'est ça qu'il faut mettre au travail. Évidemment, il faut une politique culturelle et ambitieuse. La crise l'a montré, on en a vraiment besoin. Le département fait des efforts sur cette question-là. Mais évidemment, les grands projets qui consomment des terres, qui captent l'ensemble des financements, c'est pas notre tasse de thé, vous vous en doutez. Donc il y a beaucoup de projets, et y compris un autre tourisme qui servirait d'abord peut-être les habitants, non pas pour faire du protectionnisme, mais pour se dire que on a un département formidable en potentiel. On a un magnifique département, ne le gâchons pas. Il y a des pistes cyclables, des randonnées, des gîtes de qualité. Vous prêchez des convaincus, des Monsieur tas de Chéchigno. choses à faire. Je vais donner la parole à Brice Bonnefou et ensuite à projet. Philippe Huppé, parce que tous les deux, vous avez un déficit au niveau du temps d'expression dans ce débat qui va bientôt se terminer. Simplement, je suis, comme toujours, un petit peu surpris de voir ces vieilles anciennes d'approche politique, où finalement, je dirais que j'ai des accointances avec M. Mesquida. Écoutez bien, je m'entends bien avec Monsieur Mesquida. Je respecte l'action du président Kléber Mesquida. Derrière, vous savez, si gouverner c'est prévoir, c'est aussi choisir. Pourquoi est-ce que ce département a fini par être soutenu par le département ? Parce qu'on a mon territoire, le territoire du Pays de l'Or. Parce qu'en plus, j'ai une chance, c'est que le périmètre du canton épouse parfaitement celui de l'agglomération. Ce qui est une chance pour gérer les dossiers, pour porter des politiques publiques. On a voulu consacrer nos efforts sur les mobilités. Ce territoire en avait sincèrement besoin. Et si derrière, j'ai un exécutif face à moi qui comprend que notre territoire est saturé, qui, lui, il est prêt à mettre des moyens pour construire un réseau de voies vertes. Mais écoutez, je ne vais pas vous dire, je suis très heureux que le département entende quand quelqu'un arrive avec une ambition, une vision. Ce n'est pas regarder le bout de la lorgnette. Et si vous me dites l'écologie, l'environnement, dites-vous bien que tous dans l'âme,
on l'est un peu dans nos territoires, il n'y a pas un projet qui voit le jour, dont l'objectif, ça n'est pas de travailler sur l'empreinte carbone, sur la facture carbone. Pas un. C'est simplement, je vois bien, à ma gauche et un peu en face, les dogmes sont un danger pour nos territoires, alors qu'on devrait faire une chance de nos territoires pour contribuer à réformer le pays. C'est de nos territoires que ça doit partir. Philippe Huppé. Oui, un peu triste quand même des sujets abordés. On a surfé sur le département. On n'a pas abordé réellement les compétences départementales. On n'a pas réellement proposé un projet de changement de ce département. Là, on a un peu surfé. Bon, très bien, au niveau national, on a surfé, on s'est fait plaisir, mais on aurait pu aussi parler, parce que là, je suis d'accord. Allez-y, vous avez quelques minutes justement pour le faire. On ne lève pas l'impôt, donc pourquoi ce département ne demanderait pas à devenir un département test pour un revenu citoyen? Là, ça changerait tout d'un coup. On créerait de la richesse pour les actifs, on aiderait peut-être les agriculteurs à avoir une meilleure retraite, et ainsi de suite. Pourquoi on ne le fait pas? Puisqu'on dit qu'on est... J'ai pas fini. Je passé. Monsieur Mesquida, je vous laisse parler, donc laissez-moi parler, si vous plaît. Ça ira mieux. Oui, on l'a prévu, mais vous ne l'avez pas fait. Donc moi, je le propose. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne va pas vers une éthique politique plus importante? Abandonner un peu ce clientélisme un peu suranné. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, j'entends M. Bonafous qui en est ravi de cette politique, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi, maintenant qu'il y a une métropole, on ne pense pas que le département pourrait s'orienter un peu plus vers les autres cantons qui sont hors métropole? Puisque les compétences métropolitaines ont absorbé les compétences départementales. Pourquoi on ne développerait pas hors de Montpellier tous les services? Pourquoi on ne les délocaliserait pas, ces services? Voilà ce qu'on aurait pu faire, et faire une nouvelle proposition pour la pandémie. Et ça, c'est très important, il me semble. Réinvestir nos territoires pendant la pandémie, nos territoires reculés. Dites-vous bien ça, les gens. Il me reste un canton que je n'ai pas cité, c'est celui de Madame Petit, le canton de Gignac, sur lequel donc 3 listes vont s'affronter dimanche. Le premier binôme, Nicole Morer et Jean-François Soto, d'Hiver Gauche. Vous êtes avec Madame Petit. Votre binôme s'appelle Nordine Maktoubi et il est d'Europe Écologie Les Verts. Oui, nous sommes dans le printemps héroltais. Le printemps se héroltais. présente sur un certain nombre de cantons de ce département et qui porte un projet départemental. Et enfin, troisième binôme du Rassemblement national, Martine Herbeau et Loïc Tessier. Un mot, une crainte peut-être concernant dimanche et le risque d'abstention. Il y a une réelle menace, selon vous? Un mot en 20 secondes chacun. Oui, effectivement, il y a un désintérêt de la population sur ces scrutins. Ils mélangent départemental et régional. Ils s'interrogent à quoi ça sert d'aller voter, quel est le choix que j'aurai. Plus la crise qui leur dit, bon, je ne voudrais pas aller me faire contaminer alors qu'il y a toutes les mesures sanitaires qui sont prises. Donc, ce qui est à craindre, c'est un taux d'abstention très fort, beaucoup plus fort que d'habitude. Et notre rôle aussi, de citoyens, c'est de les mobiliser pour qu'ils exercent leurs devoirs. Est-ce que cette sensation est partagée par chacun d'entre vous? Notre rôle aussi, c'est de proposer des choses qui font qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir encore la main. Parce que la démocratie, c'est pas on vote tous les 6 ans et puis après il se passe rien. Et on a des élus qui font. Merci à tous les 6. Non, c'est tout. Il n'y a pas de mot de la fin. Eh bien non, il n'y a pas de mot de la fin. Il sera dimanche le mot de la fin, puisque vous irez voter et ensuite que vous regarderez la soirée électorale spéciale qui vous sera proposée sur France 3 à partir de 19h. Et si vous souhaitez revoir ce débat, eh bien, il sera en replay sur notre site France 3 Occitanie. Il me reste donc à vous remercier tous les 6 d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bonne fin de soirée sur France 3. Au revoir. Et